Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Acker. Il est né en 1949, c'est vraiment l'homme vous allez voir, du sujet. Formation École centrale des arts et manufactures, Centre des hautes études de la construction et doctorat de l'École nationale des ponts et chaussées. Sa carrière, le déroulement de sa carrière, il a commencé par être ingénieur de bureau d'études de 73-76. De 76 à 87, il a été chercheur au laboratoire central des ponts et chaussées, responsable des recherches sur les retraits du béton, etc. Et de 88 à 93, il était responsable au laboratoire central des ponts et chaussées de la division matériaux et structures pour ouvrages d'art. Depuis 94 à 97, il a été directeur de recherche et responsable dans ce laboratoire central des ponts et chaussées, dans la division bétons et ciments. Et depuis 97, il est entré à la direction recherche et développement du groupe Lafarge comme directeur des projets de recherche béton pour assurer la supervision scientifique et technique des projets de développement sur les nouveaux bétons. Donc nous avons vraiment l'homme de la situation, donc directeur de projet de recherche béton chez Lafarge. Il a travaillé dans tous les domaines de sa spécialité, les méthodes de formulation, les comportements thermomécaniques et la durabilité du matériau. Vous verrez que c'est un sujet très important. Et outre ses contributions d'enseignement et de recherche, il a aussi mené très souvent des travaux d'expertise avec son équipe sur la plupart des grands chantiers, je crois qu'il en parlera beaucoup, des 10 dernières années, Transmanche, Pont de Normandie, Stade de Grande Arche de la Défense, Pont sur le Tage, Stade de France, Pont de Millau, etc. Il est l'auteur d'un certain nombre de publications scientifiques dans des revues, comme maintenant vous connaissez l'expression, dans des revues à comité de lecture. Voilà, je lui donne la parole pour 50 minutes et ensuite il répondra à vos questions. Merci. Merci Yves Michaud et bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des bétons et j'ai choisi de le faire selon deux axes. Tout d'abord, je vais essayer de vous parler de l'extraordinaire développement de ce matériau, puisque c'est le matériau 5 milliards de mètres cubes chaque année. C'est le matériau le plus utilisé, le plus consommé sur la planète. C'est plus que tous les autres matériaux réunis. Et puis en même temps, c'est aussi un matériau qui est en pleine diversification et qui est à la fois le plus simple, le plus robuste, puisque tout le monde peut en faire dans son jardin. Et puis en même temps, vous allez voir aujourd'hui un matériau probablement celui qui peut être le plus compliqué sur le plan technologique, avec des développements qui sont tout à fait fabuleux. Et donc un matériau qui est le résultat de tous les développements d'une nouvelle science qui s'appelle la science des matériaux. Voilà. Alors, tout d'abord, je voudrais qu'on soit bien d'accord sur les termes, puisqu'il y a souvent confusion entre les mots béton et ciment. Ce que vous voyez sur la photo, là derrière, c'est un bloc de béton scié ou poli, je ne sais pas. Et vous voyez donc qu'on voit beaucoup de cailloux. On voit des petits points un peu plus petits noirs qui sont du sable. Il y a du sable, il y a des grains noirs et blancs. Et puis en fait, tout ça, c'est un matériau qui est très compact, qui est très solide. Pourquoi ? Parce qu'entre les grains de sable et les cailloux, il y a une espèce de pâte blanche qui fait la colle et qui est le ciment. Plus précisément, on devrait appeler ça, c'est un abus de langage, on devrait appeler ça la pâte de ciment durcie, parce que le ciment, au départ, c'est pas comme ça, c'est une poudre. C'est une poudre industrielle qui est fabriquée dans une usine, comme celle-ci, qui est fabriquée avec deux ingrédients extrêmement communs, qui sont le calcaire et l'argile, que l'on broie le calcaire, on le mélange avec de l'argile dans les proportions 3 quarts, 1 quart. On mélange tout ça et puis on le fait cuire dans un four rotatif. Le cylindre que vous voyez là, c'est un four dans lequel la température monte à 1450 degrés. Et c'est avec ça qu'on fabrique le ciment. Donc on n'utilise jamais le ciment tout seul. On y ajoute presque toujours du sable et des cailloux, le plus souvent les deux à la fois. On verra pourquoi. Dans des proportions qui sont importantes. Les sables et les cailloux, que vous avez vus sur la photo précédente, font 60 à 70% du volume du béton. Et ça, c'est pas très cher. Et c'est pour ça que le béton est un des matériaux les moins chers qui soit. Et voilà. Donc le ciment est au béton, ce que la farine est au pain. La farine sert à faire surtout du pain, et on peut en faire aussi d'autres choses, des gâteaux, des crêpes.
De même, avec le ciment, on fait surtout du béton, donc plusieurs kilos par personne et par jour. Et on fait aussi plein d'autres produits, des mortiers, des enduits, mais le gros du volume sert à faire du béton. Je voudrais insister sur le fait que le béton est de très loin le matériau le plus employé sur la planète. J'ai essayé de trouver quelques chiffres. C'est incomplet, ils ne sont pas très très bons, mais les ordres de grandeur sont tout à fait bons. La production annuelle de béton est en volume comme en poids, donc supérieure à la somme de tout le reste. En tonnes, par exemple, la production de béton est, selon les pays, 5 à 10 fois supérieure à celle des métaux ou du bois, 10 à 30 fois supérieure à celle du carton, des matières plastiques. Moi, j'ai quand même un petit problème ici avec la consommation de bois aux États-Unis. Le chiffre est exact, il est fourni par le syndicat du bois, mais c'est vrai que ça pose un problème de voir ce qu'un pays comme ça peut consommer comme bois. Ça correspond à une forêt qui serait plus grande qu'un État des États-Unis. Donc si on parle écologie tout à l'heure, il y aurait des choses à dire là-dessus. Bon, ces chiffres-là signifient que si on n'avait pas le béton à notre disposition, on ne pourrait pas réaliser ce qu'on réalise annuellement en matière de construction. Si on considère les besoins de la planète en matière d'écoles, d'hôpitaux, d'infrastructures de transport, de routes, de ponts, de logements, on serait incapable aujourd'hui de les satisfaire si on n'avait pas le béton, pour une simple question de disponibilité des matières premières sur la planète. Le béton, lui, il est inépuisable, puisque pour le faire, il faut de l'eau, de moins en moins en fait, on verra pourquoi, du sable et des cailloux, ça on en trouve absolument partout, et puis du ciment. Et pour faire du ciment, je l'ai dit, il faut du calcaire et de l'argile, deux ingrédients qu'on trouve également un peu partout. Si on accepte quelques petites îles des Antilles ou du Pacifique, il n'y a aucun pays au monde qui ne puisse avoir sa propre cimenterie alimentée avec les matières premières locales. On peut donc en faire dans son jardin, bien sûr, mais on peut aussi en faire donc partout, et on peut même en faire sur la Lune, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a de l'eau sur la Lune. Et bien sûr, il y a tous les ingrédients minéraux nécessaires également. En plus, j'ajoute que le béton est un matériau qui est parfaitement recyclable, heureusement, parce que vu le volume de ce qu'on a à démolir, j'en parlerai, c'est un problème très important. Bon, le problème avec le béton ne se pose donc pas vraiment en termes de compétition avec les autres matériaux. Nous sommes condamnés au béton, il faut donc l'utiliser le mieux possible, en association notamment avec les autres matériaux. Son affinité avec l'acier est connue. Vous connaissez le développement du béton armé, 90% du fonctionnement 95% ou 17% des bétons que vous voyez autour de vous sont des bétons dans lesquels il y a des armatures en acier, des ronds à béton. Et ça fonctionne très très bien. Son alliance avec les aciers les plus performants a donné le béton précontraint au milieu du siècle dernier, au milieu du XXe siècle, excusez-moi. Et le béton précontraint, donc la différence avec le béton armé, c'est que dans le béton armé, on met des armatures pour tenir le béton, j'expliquerai pourquoi. Dans le béton précontraint, on met ces armatures-là, mais en plus, on met des câbles à l'intérieur qui sont tendus, et la tension des câbles met le béton en compression, et ça augmente ses performances. Donc on peut aller encore plus loin dans les performances. Les ponts de grande portée sont très souvent en béton précontraint. Ça permet donc, le béton précontraint a permis les grandes prouesses du génie civil dans les 50 dernières années. Il a d'abord permis la reconstruction rapide des ponts en France après la dernière guerre. Plus récemment, à la fin des années 80, sont apparus les bétons dits de haute performance, les BHP comme on les appelle aujourd'hui, qui ont des résistances mécaniques plus élevées que les bétons ordinaires, 2 à 3 fois plus quand même, ce n'est pas rien. Pourtant, ce n'est pas uniquement pour ces résistances mécaniques qu'on les utilise. Ces bétons se sont développés surtout à cause de leur meilleur comportement dans le temps, à cause de leur résistance aux échanges d'eau, d'humidité, à la pénétration des sels de déverglaçage, par exemple, enfin, la résistance à la pénétration de tous les agents qui peuvent agir sur le béton et qui sont à la source des dégradations que l'on peut constater ici ou là, que vous pouvez regarder des ouvrages en béton, quand ils se comportent mal, c'est parce que le béton souvent est trop poreux et donc il se dégrade très vite. Les bétons de haute performance, j'expliquerai pourquoi ces performances sont dues à une modification très profonde de leur porosité. Sans les bétons de haute performance, on n'aurait pas pu construire le tunnel sous la Manche, l'Arche de la Défense, le pont de Normandie. Plus exactement, pour être plus précis, il faudrait dire, passez-moi l'expression,
on aurait pu les construire, mais ils n'auraient pas la gueule qu'ils ont. Ça, c'est le pont de Normandie, en cours de construction. Alors, je ne veux pas dire par là qu'on n'ait jamais réalisé auparavant, avant d'avoir fait ces progrès, notamment des bétons de haute performance, je ne voudrais pas dire qu'on n'ait jamais réalisé auparavant des bétons très résistants et très performants. Au contraire, il existe des ouvrages qui ont été construits au XIXe siècle, et tout au long du XXe aussi d'ailleurs, qui sont aujourd'hui en très bon état et qui tiendront très longtemps. Le Panthéon à Rome, par exemple, est sans doute un des ouvrages de l'Antiquité qui a le mieux résisté. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais en fait, c'est un béton. Tous les ingrédients y sont. Les Romains avaient réussi à trouver de manière empirique quelque chose qui avait les propriétés de nos bétons modernes. Et ça tient toujours. Donc c'est l'observation du fait que des ouvrages en béton pouvaient tenir très très longtemps qui en fait nous a servi d'appui et souvent de guide à nos recherches. Seulement, ces performances-là, les performances qu'on a pu obtenir au XIXe siècle, par exemple, ne pouvaient pas être exploitées industriellement parce qu'on ne savait pas les reproduire. On ne savait pas, d'ailleurs quand on les a construits, on ne savait pas quelle serait leur tenue dans le temps. Les Romains ne savaient pas que le Panthéon tiendrait 2000 ans. Et même si on avait su, quelle serait leur tenue dans le temps, on n'aurait pas su dire pourquoi. C'est pourquoi ces performances ne pouvaient pas être prescrites par le client ou par son maître d'œuvre. Et ceci a profondément changé. Lors de la construction du tunnel sous la Manche, on a une jolie photo du tunnel sous la Manche par exemple, les experts du consortium, c'est-à-dire c'est un groupement de banques, le tunnel sous la Manche a été construit parce qu'un ensemble de banques ont pu faire un montage financier qui tenait. Et de ce fait, les experts ont exigé qu'on leur démontre que le béton tiendrait sans aucune altération pendant 120 ans. C'était une des conditions du montage financier. C'était en 1988 et je me souviens qu'à l'époque, finalement, on a été un peu surpris par cette question, mais on s'est aperçu qu'on avait les éléments de réponse. On est parti de la liste exhaustive de tous les mécanismes de dégradation recensés, qu'on commençait à bien connaître à cette époque-là. On a cherché pour chacun d'eux à les décomposer en une suite de processus élémentaires. On a cherché dans chacun le processus le plus lent et on a cherché à encadrer la vitesse de ce processus à partir des essais de laboratoire ou des essais accélérés. Et ça, on sait le faire. Et donc, par des encadrements et en trouvant une borne inférieure aux vitesses de ces processus, on a pu répondre. Autre exemple, les États-Unis et le Canada sont aujourd'hui confrontés à un problème extrêmement difficile. Les routes et les ponts, qui là-bas n'ont pas été construits avec le même niveau d'exigence qu'en Europe, qu'en France notamment, ceux qui sont allés là-bas, il suffit de regarder en dessous des ponts, vous allez voir dans quel état ils sont. Et ça nécessite une surveillance permanente des équipes qui y vont et beaucoup de réparations. Eh bien, à cause de cela, les budgets d'équipement sont totalement consommés par le coût des réparations et des reconstructions du réseau existant. Au Canada, où en plus les dégradations sont accélérées par la rigueur du climat, le ministère des Transports du Québec a pris en 1998 une décision très courageuse. Depuis 1998, il impose systématiquement dans ses appels d'offres, pour les ponts et les ouvrages extérieurs, ceux qui sont soumis aux agressions du climat, il impose des bétons de haute performance. Parce qu'on sait aujourd'hui que ces bétons se dégradent beaucoup moins et durent beaucoup plus longtemps. Bien sûr, ces bétons coûtent un peu plus cher que les bétons ordinaires. Et cela grève encore un peu plus leur budget. Mais c'est l'unique façon de sortir de l'impasse. Une telle démarche aurait été inconcevable il y a encore 15 ans. C'est aujourd'hui possible parce que nous disposons de ce que l'on peut appeler une véritable ingénierie du matériau, c'est-à-dire des outils d'ingénieurs, des méthodes, des logiciels, des tableurs, comme ici. Aujourd'hui, ça se fait sur des tableurs Excel, Excel fait ça très bien, qui sont construits sur des bases scientifiques et qui permettent à l'ingénieur de déterminer la composition optimale du matériau pour une application donnée, pour un cahier des charges défini par le maître d'ouvrage en termes de propriétés d'usage ou de caractéristiques techniques. Évidemment, on n'utilise pas ce genre d'outils pour tous les bétons de tous les jours, je dirais. On les utilise pour les grands ouvrages. Mais forcément, ça a des retombées sur la qualité de tous les bétons, y compris le dallage du petit maçon d'un village.
Pour être tout à fait complet, il faut dire qu'il n'y a pas seulement que la compréhension physique, la science et le développement d'outils d'ingénieurs qui ont conduit à cette situation. Il faut y ajouter aussi l'apparition de toute une génération de poudres minérales maîtrisées industriellement, souvent venues d'autres industries d'ailleurs, et aussi, surtout, de produits organiques, notamment des polymères qu'on appelle les superplastifiants, et qui élargissent considérablement la gamme des performances possibles, et je dirais que l'on sache maîtriser, contrôler scientifiquement. Les tout derniers progrès en matière de béton sont des progrès spectaculaires au moins dans 2 domaines. Celui de la mise en œuvre avec ce qu'on appelle aujourd'hui les bétons autoplaçants et qui se mettent en place beaucoup plus facilement. Mes photos ne sont pas très belles, mais c'est des bétons tout récents. Il y a encore peu de photos, je n'ai pas eu le temps de trouver des bonnes photos. Enfin, disons que ces bétons se mettent en place à la pompe avec un système de tuyaux. Ils coulent tout seuls, ils remplissent les coffrages et on n'a plus besoin de vibrer. Et donc, ce qui fait du bruit dans un chantier, c'est la vibration du béton. Il faut que le béton remplisse les coffrages. On ne vibre plus sur ces chantiers. Je vous assure que la première fois que j'étais sur un chantier comme ça, j'ai cru qu'ils ne travaillaient plus, que le chantier était arrêté. Je ne sais pas s'il y a des directeurs d'hôpitaux dans la salle ou des directeurs d'école, mais si le chantier qui est à côté de l'école ou d'hôpital fait du bruit, sachez qu'il existe des solutions aujourd'hui. Bon, en fait, ce n'est pas pour ça qu'on les utilise. Ces bétons se développent surtout parce qu'ils accélèrent la mise en œuvre, ils facilitent énormément la mise en œuvre, et puis souvent, ils ont d'excellentes qualités de surface, ils sont très beaux. Le deuxième domaine dans lequel il y a eu d'énormes progrès, c'est celui de la ultra haute performance mécanique, mais si vous voulez bien, je garde ça pour la fin de mon exposé. Donc, nous ne sommes qu'au tout début d'une profonde transformation, et ces nouvelles générations de béton ouvriront encore dans les décennies à venir, devant nous, de nouvelles associations, de nouveaux types d'ouvrages, de nouveaux records. Mais je crois aussi qu'ils vont modifier profondément la qualité du béton ordinaire, du béton courant. Aujourd'hui, on sait déjà faire. On fait déjà, sur des chantiers, des ouvrages très performants, des immeubles qui ont de très belles façades, des constructions qui vieillissent très bien. Les moyens sont opérationnels. Ils sont déjà utilisés sur des chantiers, ils ont déjà prouvé leur efficacité technique et économique, mais ils sont encore assez peu utilisés aujourd'hui. De plus, l'aptitude du béton à prendre toutes les formes, toutes les couleurs, bien sûr, on peut le teinter dans la masse, donc c'est tout à fait autre chose que la durabilité d'un enduit. Aujourd'hui, on a fait également d'énormes progrès au niveau de la qualité des surfaces. On arrive, en maîtrisant la nature du coffrage, à avoir des textures qui sont extrêmement diverses et qui peuvent être très belles. Donc tout ça en fait le matériau d'architecture par excellence. J'ai personnellement vécu assez longtemps en banlieue parisienne. J'ai souvent été frappé par le fait que les dégradations qui sont dues à l'homme, aux jeunes, sont au moins en partie liées à la qualité visuelle du bâtiment, du construit, du bâti. On sait par exemple qu'un lycée qui a été correctement réhabilité est souvent bien mieux respecté par les jeunes. Il y a donc là sûrement une part de protestation dans ces actes de dégradation qui, de ce fait, se comprennent mieux si l'on accepte de reconnaître qu'on a manqué de respect en négligeant l'environnement de ces gens. Bon, je sais bien qu'aujourd'hui, les jeunes ignorent complètement qu'à l'époque où on les a construits, on ne se préoccupait pas du vieillissement des bâtiments. La reconstruction dans les années 50, bien sûr, avait de tout autres objectifs. Ça me plaît quand même de penser que, inconsciemment, ces jeunes ont dans la tête que si on l'avait voulu, on aurait pu faire moins moche. Et ça me plaît aussi un peu ici, aujourd'hui, dans cette salle, de faire un peu de subversion en laissant propager l'idée qu'aujourd'hui, c'est facile et somme toute assez peu coûteux de rendre plus acceptable l'environnement quotidien. De plus, c'est certainement moins coûteux si on prend en compte le coût des nettoyages, des réhabilitations, des démolitions et des reconstructions. Et donc, c'est largement moins coûteux si on veut accepter que le coût social, en plus, est lui aussi un vrai coût. Voilà, c'est dit. Ils ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas. La responsabilité des politiques est aujourd'hui officielle. Bon, plaisanterie mise à part, en fait, il y a un vrai problème pour faire passer des solutions durables et esthétiques dans la pratique. Parce que notre code des marchés
est basé sur la règle du moins 10 ans, ce qui pénalise inévitablement ces solutions, même si le code est assorti de quelques mesures correctives, des directives, des incitations, etc. Ce n'est largement pas suffisant. Il est donc urgent maintenant de mettre au point des indicateurs mesurables corrélés avec les coûts d'entretien et la durée de vie. C'est par là qu'on a commencé pour les voitures, et ça a marché. Aujourd'hui, les voitures sont beaucoup plus durables qu'avant. Bon. Il faudra bien aussi qu'on y arrive pour les bâtiments et les ouvrages d'art. Ça me paraît même encore beaucoup plus important que pour les voitures. À ce propos, je voudrais faire remarquer qu'il faut savoir que esthétique et durée de vie sont profondément liés. Ça, les architectes ou les historiens de l'art ou de l'esthétique vous l'expliquerez évidemment beaucoup mieux que moi. Ils expliquent que l'appréciation esthétique, le goût, est d'abord le résultat de l'histoire et de l'expérience des hommes. Par exemple, c'est parce que la pierre de taille a résisté au temps qu'elle est aujourd'hui belle à nos yeux. Pour le béton, on voit bien que ce débat-là n'est pas tranché. Tant il est vrai qu'il y a dans le patrimoine bâti, il suffit de regarder autour de nous, presque autant de beaux ouvrages que de vilains. En conclusion de cette introduction un peu longue, je dirais donc, au XXIe siècle, le génie civil sera beau ou ne sera pas. Bon, passons maintenant à la science. De quelle science au juste s'agit-il? Le béton, on l'a vu, a une propriété magique qui est que quelques heures après avoir mélangé les matières premières, le sable, le caillou, le ciment et l'eau au minimum, le mélange se met à durcir tout seul. On dit que le ciment fait prise et derrière ce changement, il y a une réaction chimique ou plutôt un cortège de réactions chimiques qui sont aujourd'hui très bien connues. On en connaît bien les équations, en voici quelques exemples. Le ciment, la poudre de ciment, c'est essentiellement des silicates de calcium avec un petit peu d'aluminate et d'aluminophérique qui ne sont pas là, je n'ai pas mis toutes les équations ici, et qui réagissent avec de l'eau. H, c'est l'eau. Les cimentiers utilisent des notations simplifiées parce que sinon les formules sont trop longues, donc C, c'est CaO, H, c'est H2O, etc. Ça simplifie les formules. Voilà. Mais on n'échappe pas à cette équation des réactions chimiques. Il y a là-dedans beaucoup de chimie et les chimistes sont très forts les cimentiers sont très forts en chimie et ils ont même leur propre écriture, vous voyez, ce qui est le signe d'une civilisation avancée. Alors, il y a le béton a aussi une autre propriété quasi miraculeuse qui est que la prise ne se fait pas instantanément, comme avec la glu 3 par exemple. Mais elle ne se fait qu'au bout de 2 ou 3 heures, ce qui est tout de même assez sympa pour les gens qui font du béton sur les chantiers. Là, c'est plus seulement de la chimie, il y a maintenant de la physique là-dedans. On parle d'ailleurs, la discipline qui traite de ça s'appelle la chimie physique, puisqu'il y a derrière cela des processus de dissolution à la surface des grains de ciment et de diffusion dans l'eau, processus qui ont des cinétiques spécifiques et leur propre constante de temps. D'un autre côté, l'utilisateur, celui qui achète le béton, c'est le maître d'œuvre, le représentant du client final, qui est un architecte ou un constructeur, le plus souvent les deux associés. Et ceux-ci ont avant tout besoin d'être rassurés sur la capacité du matériau à supporter les charges de structure et de service. Donc ils font appel à un ingénieur structure